Bonjour à tous, je suis Sylvain Landreau, responsable de la multigestion chez Porsan par Gestion. Je vous retrouve pour faire le point sur le deuxième trimestre de l'année. Merci à ceux qui nous suivent régulièrement et bienvenue aux nouveaux auditeurs. Je vous propose de nous arrêter une dizaine de minutes pour parler des performances de nos profils, de l'allocation actuelle, du top et flop 3 des supports, de nos derniers mouvements et enfin des perspectives à venir. La performance à mi-année, nette des frais de gestion, est de 6,58% pour le profil dynamique, dont l'exposition action à fin juin est de 83%, plus 3,46% sur le profil équilibré qui a une exposition action de 42%, et plus 1,34% pour le profil modéré exposé à hauteur de 17% aux actions. En termes d'allocation, à fin juin, le profil équilibré est exposé à hauteur de 42% en actions, 54% en obligations et 4% en fonds alternatifs. Le profil de risque a légèrement diminué par rapport au trimestre précédent en réduisant la sensibilité taux des portefeuilles grâce à l'initiation d'une position sur un fonds à maturité courte. Nous détaillerons cette opération et les autres un peu plus loin dans le podcast. Je vous rappelle que le profil équilibré peut monter jusqu'à 60% d'actions et descendre à 20% au minimum. En termes de choix d'allocation, comme vous le savez, donc on a une légère surpondération sur les actions, puisqu'on est à 42%, la neutralité est à 40%. Au sein des actions, on a une préférence qui se porte dorénavant pour un plus grand équilibre entre la croissance et la value. Aux US, nos positions sont partagées équitablement entre des fonds blend et croissance. La surperformance de la croissance est poursuivie sur le trimestre, après les pressions à la baisse qu'on évoquait lors du dernier podcast au T1. Pression à la baisse sur la value en raison des faillites de banques régionales. Les dernières nouvelles autour de l'intelligence artificielle ont apporté un intérêt cette fois-ci positif aux valeurs de croissance et technologiques. Donc c'est la raison pour laquelle en fait on a rééquilibré nos styles aux États-Unis. On reviendra sur cet épisode dans les mouvements. En Europe, les styles des fonds ont été conservés, à savoir plutôt blend. D'un point de vue géographique, nous préférons les actions européennes pour des questions de dynamique de résultats et de valorisation. Les résultats publiés au T1 militent plutôt pour une mise en avant des sociétés européennes. On a pu le voir, les révisions sur les perspectives bénéficiaires pour 2023 sont toujours haussières en zone euro, plus 1,6 depuis le début de l'année, même si le T2 a été un peu plus difficile. Par contre, les autres zones, comme les US, le Japon et les pays émergents, en termes de révision, elles sont baissières depuis le début de l'année. Sur la valorisation, on considère qu'il y a une décote sur les actions européennes qui s'est amplifiée ce trimestre. On est positif sur les small et mid cap européennes. Le momentum n'est toujours pas favorable, mais on observe de plus en plus de retraits de cotes, notamment de la part des familles actionnaires. Je vais citer Rothschild, Boiron, avec des primes de l'ordre de 25 à 35%. C'est un des arguments positifs, ce n'est pas le seul, mais ça met en exergue la valorisation faible des small et mid cap européennes. Sur les obligations, qui représentent l'exposition la plus importante de nos allocations pour un profil équilibré et modéré, depuis un an, vous l'avez constaté, cette position a été renforcée. Elle s'est renforcée de près de 20% pour un profil équilibré. En fonction des supports, du risque et de la sensibilité, le rendement offert annuel est de l'ordre de 4 à 9,5%. Au sein des obligations, on maintient notre préférence pour le risque des crédits, d'abord sur les subordonnées financières, comme vous le savez, on l'intègre volontairement dans la catégorie high yield dans nos reportings, puis sur la dette émergente, qu'on a renforcée ce trimestre et diversifiée. On reviendra sur les mouvements. Dans une moindre mesure, on est aussi positif sur la dette high yield de corporate. Sur les subordonnées financières, un beau rattrapage a été réalisé ce trimestre après la déroute qu'on a longuement commentée sur le Crédit Suisse en mars. Et après analyse, on a pris le parti de conserver nos positions. Sur les deux supports que nous utilisons, EDR Financial Bonds est même redevenu positif depuis le début de l'année, alors que Lazard Capital FI, qu'on retrouvera dans les meilleurs performeurs du trimestre, est encore négatif à moins 4,87 pour l'instant pour 2023. On reste confiant pour de multiples raisons. Les résultats du T1 ont été solides pour les banques. Les régulateurs britanniques et de l'UE ont clairement validé la hiérarchie des additionnels tier 1, des AT1.
et les rendements, même après ce rattrapage, restent d'après nous intéressants. En complément des obligations, on conserve une faible exposition en gestion alternative. Sur les devises, enfin, nos portefeuilles sont investis sur le dollar à travers des positions sur les actifs américains ou en USD. Cette exposition représente 8% dans le portefeuille équilibré. Au regard de nos choix d'allocation évoqués à l'instant, je vais maintenant vous détailler nos meilleurs et nos moins bons contributeurs sur le trimestre. En commençant par les 3 meilleurs fonds, le premier étant le fonds sur les actions japonaises, le Fidelity Japan Value, qui progresse de 15,14% sur 3 mois. Après avoir été délaissé par les investisseurs jusqu'en début d'année, les actions japonaises ont fortement rebondi. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer. On avait identifié lors de notre achat en février une sous-valorisation importante, vis-à-vis des autres zones géographiques, et deux, une prime de risque attractive, là où elle était réduite dans les autres régions du monde. Donc en somme, prime de risque, c'est attractivité des actions par rapport à l'attractivité des obligations, qui effectivement était plus importante au Japon que dans les autres zones du monde. La politique monétaire de la BOJ, plus accommodante que les autres banques centrales, en est la raison principale. Le deuxième performeur, c'est le fonds Franklin US Opportunities, qui progresse de 10,41%. On l'évoquait en introduction dans le sillage de la publication de Nvidia, producteur américain de semi-conducteurs adaptés aux usages de l'intelligence artificielle. Le fonds a profité d'un mouvement global positif sur les acteurs du secteur de la technologie. Les investisseurs anticipent le début d'un nouveau super cycle de croissance grâce à ces nouveaux besoins. Enfin, le fonds Lazard Capital Phi progresse de 5,55%. Donc le fonds reprend des couleurs après le fameux épisode Crédit Suisse où le stress sur les obligations AT1 était à son paroxysme. Les 3 moins bons fonds, nous avons d'abord le fonds JP Morgan China A-Shares sur les actions chinoises locales qui baisse de 13,76%. Les actions chinoises locales continuent à sous-performer le reste du monde. La dynamique de réouverture de l'économie a finalement été assez molle par rapport à ce qu'on aurait pu espérer. Les valorisations maintenant sont déprimées. On s'attend à une politique de relance du gouvernement chinois face à cette macroéconomie qui ne se reprend pas. Au mois de juin, on a d'ailleurs eu le taux directeur à court terme qui a été abaissé de 2 à 1,9%. Puis quelques jours après, on a eu les taux de prêt qui ont aussi été abaissés, geste pour soutenir le secteur immobilier. Le deuxième fonds le moins performant, c'est le fonds Ports-en-Part Entrepreneur USR qui baisse de 0,5%. Les small limit cap ont une nouvelle fois sous-performé le marché action. Et enfin, le fonds obligataire diversifié M&G Optimal Income baisse de 0,12%. Il a été pénalisé par la remontée des taux sur le trimestre. Il y a bien eu une réduction des spreads de crédit qui a bénéficié au fonds, mais ça n'a pas permis de compenser l'impact négatif de la hausse des taux. Comme le trimestre précédent, l'effet du change USD-euro n'a pas eu beaucoup d'impact sur nos allocations. Le dollar a baissé de l'ordre de 0,6% contre euro. Il a donc eu un effet légèrement négatif sur nos performances puisque nous sommes exposés à des actifs en dollars non couverts. Sur les mouvements, il y a eu 2 changements d'allocation sur le trimestre. Le premier, c'était début mai. On a rééquilibré nos portefeuilles en termes de style sur les US. On privilégiait avant ce mouvement plutôt la value, marginalement les petites valeurs. On a estimé qu'on était dorénavant proche de la fin du resserrement monétaire aux États-Unis, ce qui pourrait redonner du momentum aux valeurs de croissance. De plus, on l'a évoqué aussi, les banques régionales américaines ont continué d'animer l'actualité. On avait la faillite de la SVB au T1, ensuite c'était la First Republic Bank qui a été confrontée à une hémorragie des dépôts, entraînant sa chute et sa reprise par JP Morgan. Le secteur financier étant bien pondéré dans les fonds value, ces derniers événements nous ont amenés à revoir nos positions pour privilégier effectivement plutôt un peu plus de croissance. On a aussi au mois de mai réduit le risque obligataire au sein du profil équilibré et modéré pour privilégier un fonds monétaire qui offre dorénavant un rendement attractif autour des 3% bruts. La deuxième allocation, deuxième grand mouvement,
grand arbitrage, ça a été fin juin, suite à la très forte surperformance des actions japonaises depuis l'initiation début février, où on mettait en évidence une valorisation attractive. On a pris une partie de nos bénéfices pour réinvestir le produit de la session sur des grandes valeurs américaines et européennes. Sur notre position action US, on a poursuivi notre mouvement de sortie de la value pour initier une position blend avec l'entrée du premier tracker dans l'allocation, le Amundi S&P 500. On a aussi ensuite vendu le fonds de dette émergente corporate pour privilégier un fonds de dette émergente mais diversifié, pas uniquement sur les dettes des entreprises, le fonds M&G Emerging Markets Bond. L'équipe de gestion de M&G s'est distinguée ces dernières années en générant de l'alpha sur et le bond picking, donc la sélection d'obligations, et l'allocation d'actifs, c'est-à-dire la répartition entre dette émergente, dette en devise dure, dette en devise locale. Le fonds profitera aussi davantage de la faiblesse du dollar face aux devises émergentes grâce à son exposition justement aux devises locales. Enfin, les politiques monétaires des pays émergents devraient être globalement plus rapidement accommodantes que celles des pays développés, favorisant cette classe d'actifs. Enfin, on a arbitré le fonds monétaire pour un fonds investment grade court terme 12 mois, dont le rendement est d'environ 4% brut. Pour terminer sur les perspectives, indépendamment des décisions des politiques monétaires, les principales banques centrales occidentales ont choisi de durcir leur discours en raison d'une inflation core bien ancrée. Donc inflation core, c'est-à-dire retraiter les éléments les plus volatiles tels que les prix de l'énergie et les produits alimentaires. La BCE a décidé de relever de 25 points de base son taux directeur en raison de l'inflation salariale. Aux États-Unis, la Fed a certes marqué une pause, mais le discours de Jerome Powell laisse peu de doute sur une nouvelle hausse de taux dès juillet et probablement une seconde d'ici la fin de l'année. Les indicateurs macroéconomiques avancés, notamment manufacturiers, continuent de se dégrader et mettent en évidence un redémarrage plus poussif qu'initialement anticipé de l'économie chinoise. Dans ce contexte, les investisseurs continuent de privilégier le scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie avec une récession faible et de courte durée pour la fin de l'année. Cet optimisme généralisé alimente, comme vous l'avez vu, la bonne tenue des actifs risqués. Le deuxième point intéressant à analyser, ce sera les publications de résultats pour le deuxième trimestre. Les entreprises seront-elles capables d'augmenter encore leurs prix sans pour autant casser la dynamique de croissance des revenus qui pourrait montrer un essoufflement comme on l'a vu avec certains indicateurs macroéconomiques? C'est la question importante de ce prochain trimestre et je vous donne rendez-vous en octobre pour vous donner la réponse et faire le point sur le troisième trimestre. D'ici là, je vous souhaite un très bon été et de vous ressourcer pendant vos vacances. À très bientôt. Ce podcast réalisé par Ports en Part Gestion est à destination d'une clientèle professionnelle. Il a été enregistré uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir ni un document contractuel. Les opinions émises dans ce podcast reflètent un jugement au jour de son enregistrement et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les données chiffrées utilisées par Ports en Part Gestion proviennent de sources qu'elle estime fiables. Toutefois, Ports en Part Gestion ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.portsenpartgestion.fr. Merci